Imaginez vivre dans un pays où même votre histoire est un mensonge, où chaque manuel scolaire, chaque exposition de musée, chaque actualité filmée est une machination savamment orchestrée. Cela ressemble à une dystopie? Malheureusement, c'est la réalité. Et c'est une réalité dans laquelle nous continuons de vivre, même aujourd'hui, plus de 30 ans après l'effondrement de l'URSS. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde des falsifications historiques soviétiques. Il ne s'agit pas de simples erreurs anciennes, mais d'une arme de propagande délibérée, froide, cruelle utilisée par Moscou pour effacer l'identité ukrainienne. Nous analyserons comment l'URSS a réécrit l'histoire, de l'époque princière jusqu'au XXe siècle. Et surtout, nous montrerons comment ces mythes influencent encore l'esprit de millions de personnes à travers le monde. Accrochez-vous. Ce sera dérangeant, mais vrai. Si vous êtes prêts à découvrir la véritable histoire, aimez et abonnez-vous pour nous aider à diffuser la vérité. Premier mythe, le plus ancien et le plus insidieux. La Russe de Kiev n'est pas un État ukrainien, mais le berceau commun de 3 peuples frères. L'objectif secret, faire de la Russie le frère aîné et le seul héritier légitime. C'est le fondement de toute leur idéologie impériale. Si ce mythe s'effondre, tous leurs droits sur nos têtes s'effondrent. Soyons réalistes. La Russe de Kiev n'était pas l'URSS au Moyen Âge. C'était un État né sur le cours moyen du Dnipro, sur les territoires qui constituent aujourd'hui le cœur de l'Ukraine. Son centre politique, culturel et économique est Kiev. Ni Souzdal, ni Moscou, mais Kiev. Imaginez le XIe siècle. Kiev est l'une des métropoles les plus grandes et les plus riches d'Europe. Elle commerce avec Byzance et la Scandinavie. On y construit la cathédrale Sainte-Sophie qui rivalise avec Constantinople. Et qu'y a-t-il à cette époque à la place de Moscou? Rien. Des forêts et des marécages. La première mention de Moscou n'apparaît qu'en 1147, et encore, tellement comme un minuscule village frontalier. À cette époque, à Kiev, on trouve déjà la porte dorée, des bibliothèques en activité, et la fille de notre prince Yaroslav le Sage, Anne, devient reine de France. Ces lettres, conservées, témoignent de son mécontentement face au Paris sauvage et ignorant du XIe siècle. Voilà qui illustre le niveau de civilisation de l'époque. Kiev était le centre, et la future Moscovie une périphérie sourde, profonde des aléennes. Ainsi, le prince Vladimir, qui a baptisé la Russe en 1888, est le prince de Kiev. Yaroslav le Sage est le prince de Kiev. Et la langue parlée là-bas, le vieux slave ecclésiastique enrichi de dialectes locaux, est bien plus proche de l'ukrainien moderne que du russe. De nombreuses chroniques, simplement remaniées par l'URSS, en attestent. Certes, la langue officielle de l'Église était le vieux slave ecclésiastique, la langue des livres. Mais dans la communication courante, au quotidien, c'était l'ancien ukrainien qui résonnait. Par exemple, les formes calligraphiques caractéristiques de l'ukrainien, comme kniaz ou frère, étaient la norme à Kiev, mais totalement étrangères au dialecte du nord-est dont est issu le russe. Là, au nord, sur les terres des tribus Meria et Bézi, se formait un tout autre creuset linguistique, avec un puissant substrat finno-ougrier. La science soviétique, bien sûr, et cela, cherchant la moindre preuve des unités. Elle vénérait les documents sur écorce de bouleau de Novgorod, car ils n'étaient pas de Kiev, mais même ceux-ci témoignent d'une langue très différente du russe parlé à Kiev et du russe moderne. Mais comment alors justifier cette unité? C'est très simple, si elle n'existe pas, il faut l'inventer. Les historiens soviétiques, sous le joug des purges et du Kremlin, ont introduit le terme de nationalité russe ancienne. Ce terme, qui paraît très scientifique, était en réalité une invention idéologique. Elle n'est apparue ni au IXe siècle, ni au XIIe. Elle a été inventée dans les années 1930 et 1940, durant la période de la terreur stalinienne. Son but est d'affirmer « Nous étions un seul peuple, puis nous nous sommes divisés ». Et, bien sûr, le peuple russe est celui qui a le mieux préservé cet héritage. C'était de la pure manipulation. Aucun habitant de Kiev au XIIe siècle ne se disait russe de souche. Il disait « Je suis kievien, je suis ruthène ». Un habitant de Novgorod disait « Je suis novgorodien ». Il percevait clairement la différence, même à cette époque. Mais Staline, puis Brejnev, avaient besoin d'un prétexte historique pour justifier l'existence de l'URSS comme une réunification d'un peuple autrefois uni. Ils ont alors commencé à ignorer le déplacement du centre politique de Kiev vers le nord. Vous souvenez-vous comment, en 169, Andrei Bogolyubski, prince de la principauté de Vladimir Souzdal, alors périphérique, s'empara de Kiev et la pilla? Ce fut une véritable catastrophe pour la Russie.
Il convient de s'attarder sur ce point, car il s'agit du moment clé de la rupture. Avant cela, les princes s'étaient déjà affrontés. Mais ils se battaient pour Kiev. Ils aspiraient au trône, car c'était le summum de la gloire. Andreï Bogolyubski fut le premier à ne pas vouloir régner sur Kiev. Il voulait la détruire. Venu du nord avec une coalition de princes, et après la prise de la ville, il commit un acte inédit. Même les Polovts n'avaient pas osé aller aussi loin. Il livra la mer des villes russes à ses soldats pour qu'ils la pillent. La chronique rapporte qu'ils pillèrent pendant 3 jours. Ils incendièrent des églises, emportèrent des icônes, massacrèrent des milliers de personnes et réduisirent des femmes en esclavage. Il ne s'agissait pas d'une simple lutte intestine, comme on l'écrit dans les manuels scolaires. C'était un acte d'une barbarie sans précédent. C'était un acte délibéré d'humiliation et de destruction de l'ancien centre par un nouveau prédateur du Nord, agressif et implacable. Ce fut le premier exemple de la terrible brutalité des principautés du Nord envers Kiev. Ce fut un abîme civilisationnel. L'histoire soviétique a tout fait pour dissimuler cette horreur, la qualifiant de processus de fragmentation féodale. Mais le plus grand vol réside dans le nom lui-même. L'État dont la capitale était Moscou ne s'est jamais appelé Russie. On l'appelait le royaume de Moscou ou Moscovie. Allez dans n'importe quel musée européen, regardez les cartes des 15e, 16e et 17e siècles. Vous y verrez la Ruthénie, l'Ukraine, et la Moscovie, la Russie. Elles sont clairement distinctes. Et ce n'est qu'en 1721, après sa victoire sur la Suède, que Pierre le Grand publia un décret rebaptisant son royaume Empire russe. Ce fut un coup de maître, mais un acte de spoliation politique absolument criminel. Il s'est approprié notre nom millénaire russe afin de s'approprier toute son histoire, sa grandeur et son héritage. Ce fut le plus grand changement d'image de l'histoire. Il voulait montrer à l'Europe que son jeune empire fougueux avait des racines anciennes et vénérables remontant au baptême de Vladimir. Et pour perpétuer cette imposture, l'Empire, puis l'URSS, ont entrepris de réécrire l'histoire a posteriori. Ils ont banni le mot Moscovie. Ils ont commencé à appeler leur État russe, rétroactivement. Et l'URSS a légitimé cela en déclarant que la Russie était le frère aîné et l'héritier direct. Et ils ne se sont pas contentés de voler le nom. Ils ont commencé à s'approprier les symboles. Notre trident, les armoiries de Vladimir le Grand, a été qualifié de nationaliste et de fasciste. Et l'aigle bicéphale, que la Moscovie a emprunté à Byzance ou, selon une autre version, à la Horde d'Or, est devenu un symbole de patrimoine. Ils ont commencé à russifier idéologiquement les héros ukrainiens. Le prince Danilo de Galicie, couronné par le pape, qui a tenté de créer une coalition européenne contre les Mongols et de détacher la Russie de l'Est, est devenu, dans la version soviétique, un simple seigneur féodal luttant contre les ennemis de Moscou. Entrons dans les détails. En 1253, Danilo reçut la couronne royale du pape Innocent IV et devint roi de Russie, Rex Russiae. Cet acte reconnaissait l'appartenance de son État à la communauté européenne et constituait un choix géopolitique. Danilo combattit aux côtés de la Horde, contrairement aux princes du Nord qui négocièrent. Quelle fut la réaction de l'URSS? Elle dévalorisa son statut. Dans tous les manuels scolaires, il n'est plus qu'un simple prince. Quant au couronnement, il fut soit passé sous silence, soit présenté comme un épisode insignifiant ou une trahison de l'orthodoxie motivée par des ambitions personnelles. Son développement vers l'Occident, ses ambitions européennes, furent complètement anéanties. Prenons un autre exemple, sur lequel l'URSS préféra garder le silence, le prince Constantin Ostrogski. Nous sommes en 1514, lors de la bataille d'Orsha. Ce fut une bataille épique où l'armée du Grand-Duché de Lituanie, menée par le prince orthodoxe ukrainien Ostrogski, infligea une défaite cuisante à l'immense armée moscovite. Ce fut le triomphe de la tactique européenne sur la Horde. En avez-vous entendu parler dans les manuels scolaires soviétiques? Non. Cette bataille fut tout simplement effacée de l'histoire, car elle détruisit le mythe des peuples frères et du désir éternel d'unité. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle brisa le mythe du berceau commun. Elle prouva qu'après l'invasion mongole, nos chemins avaient définitivement divergé. Tandis que les terres ukrainiennes, la principauté de Galicie-Volhynie, puis le Grand-Duché de Lituanie, s'intégrèrent à l'Europe, adoptèrent le droit de Magdebourg, qui confère aux villes une autonomie et les affranchit de la volonté du camp. Les statuts lituaniens, recueils de lois, et non la volonté d'un seul homme, et développèrent une culture politique différente. La principauté de Moscou demeurait à Ulu de la Horde d'Or.
Les princes de Moscou n'ont pas conquis leur pouvoir par des luttes pour la liberté. Ils ont reçu une étiquette, autrement dit, une autorisation de régner du camp mongol. Ils sont devenus les principaux collecteurs de tribus pour la Horde. Ils ont adopté le modèle de pouvoir de la Horde, autocratie, soumission totale au camp, puis au tsar. Ils ont instauré la responsabilité collective, le contrôle absolu et le mépris de la vie humaine et du droit de propriété. C'était un despotisme asiatique. Et les terres ukrainiennes vivaient selon le droit européen, fondé sur le droit contractuel. Ce sont là deux modèles civilisationnels radicalement différents. Pour masquer cette différence, l'URSS a inventé la notion des anciennes nationalités russes. Il leur fallait prouver que nous avions toujours été un seul et même peuple, que nous avions simplement été artificiellement divisés par les Polonais, les Lituaniens et l'état-major autrichien. Aujourd'hui, quand on entend dire que l'Ukraine est le territoire historique de la Russie, ou nous sommes un seul peuple, c'est la conséquence directe de cette propagande soviétique sur un berceau commun. Ils ont volé nos fondements pour justifier leur invasion. Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est une arme utilisée contre nous aujourd'hui. Ils prétendent rendre ce qui leur appartient. Mais, comme nous le constatons, ils tentent simplement de piller Kiev une fois de plus, comme l'a fait leur véritable ancêtre, non pas Vladimir, mais Andriy Bogolyubsky. Bien. Si le vol de la Russe de Kiev a constitué le fondement, l'étape suivante n'en est pas moins importante. Il s'agit de la réécriture de l'histoire des Cosaques. Dans les manuels scolaires soviétiques, on présentait les Cosaques comme une classe de paysans opprimés qui rêvaient sans cesse de réunification avec le peuple moscovite, frère. Touchant, n'est-ce pas? Mais levons le voile sur cette propagande. L'objectif de l'URSS était simple, s'emparer du symbole de la liberté ukrainienne, du symbole du système républicain et démocratique qu'était la Sich, et en faire la preuve que les Ukrainiens étaient soi-disant incapables de vivre de manière indépendante et recherchaient constamment la main de fer du tsar moscovite. Le principal mythe qu'on nous a inculqué était celui des événements de 1654. Le concile de Pereyaslav, au cours duquel Bogdan Khmelnytsky aurait soi-disant annexé, définitivement, l'Ukraine au royaume de Moscou. Ce mot, réunification, est devenu un mantra. Il a été célébré avec un faste incroyable, notamment en 1954, pour le tricentenaire. Puis, dans toute l'URSS, des arcs de l'amitié des peuples furent érigés. Des villes rebaptisées Pereyaslav devint Pereyaslav Khmelnytsky, et un arc géant fut construit à Kiev. Tout cela visait à marteler une idée. C'était un dénouement heureux, l'union de deux peuples. Mais en réalité, Khmelnytsky conclut une alliance militaire, ou, en termes modernes, un protectorat. C'était une mesure imposée par la guerre brutale qui opposait l'Hetmanat à la République des deux nations, Pologne-Lituanie, depuis 6 ans. L'Hetmanat était à bout de force. Khmelnytsky chercha des alliés partout. Il négocia avec les Turcs, les Suédois, le camp de Crimée. Et le traité avec la Moscovie n'était qu'une de ces alliances militaires temporaires. Il s'agissait d'un accord temporaire garantissant à l'Hetmanat une indépendance interne totale, son armée forte de 60 000 hommes, son hetman élu, son système financier, son système judiciaire, surtout le droit d'entretenir des relations internationales à l'exception de la Pologne et de la Turquie. Tout cela était consigné dans les articles de mars. Mais que fit le tsar de Moscou? Il viola immédiatement ces articles. Il commença à installer ses garnisons, ses voïvodes, à Kiev et dans d'autres villes, en contradiction flagrante avec l'accord. Ils s'ingérèrent dans la perception des impôts et tentèrent de soumettre la métropole de Kiev au patriarche de Moscou. Khmelnytsky était furieux. Les historiens rapportent que, vers la fin de sa vie, il maudit le jour où il avait conclu cette alliance et qu'il planifiait déjà une nouvelle coalition avec la Suède pour lutter contre Moscou. Mais l'histoire soviétique, bien sûr, passe ce passage sous silence. Elle présente Khmelnytsky comme un père de la nation, heureux, ayant accompli sa mission. Nous arrivons maintenant à l'un des noms les plus haïs par les autorités soviétiques, Ivan Mazepa. À Moscou et en URSS, il était un traître, un Judas, frappé d'anathème. D'ailleurs, cet anathème, imposé par ordre du tsar et non selon les canons de l'Église, n'a toujours pas été levé par l'Église russe. Mais pourquoi? Pour avoir tenté de sauver l'État ukrainien. Mazepa n'était pas seulement un hetman, c'était un homme instruit en Europe. Il a vu comment Pierre le Grand, son allié de l'époque, a progressivement transformé l'Hetmanat en une simple province russe. Pierre a violé tous les articles du traité de Pereyaslav.
Il a forcé des milliers de Cosaques à mourir dans les marais de Saint-Pétersbourg, il les a envoyés combattre pour les intérêts de l'Empire en Finlande et en Perse. Et lorsque le roi de Suède, Charles XII, s'est rendu à Moscou, Pierre a refusé de fournir des troupes à Mazeppa pour défendre l'Ukraine, lui lançant « Défendez-vous vous-même ». Il fut le premier à violer le traité d'alliance. Lorsque le moment d'une guerre majeure contre la Suède arriva, Mazeppa fit un choix. Il s'allia au roi suédois Charles XII, espérant profiter de ce conflit pour rétablir la pleine indépendance. Il faut le dire, ces actions ne relèvent pas de la trahison. Il s'agit d'une manœuvre politique, d'un dirigeant qui se battait pour son peuple. Pourtant, l'URSS le présenta comme un ennemi personnel de Pierre le Grand, occultant son immense contribution à la culture, à l'éducation et à la construction d'églises. Mazeppa, c'est le baroque de Mazeppa. On peut citer l'Académie Kiev-Mohyla, qu'il éleva au rang de centre éducatif d'Europe de l'Est, ainsi que des dizaines de cathédrales magnifiques. Mais surtout, l'URSS passa sous silence la véritable cause de la chute de Mazeppa, le massacre de Baturin en 1708. Lorsque Menchikov, sur ordre de Pierre le Grand, s'empara de Baturin, la capitale de l'Hetman, il massacra toute la population, 15 000 personnes, femmes et enfants compris. Ils tuèrent tout le monde. La ville fut rasée, ne laissant aucune trace. C'était un acte de génocide, le Boutcha du XVIIIe siècle. Pas un mot n'en était fait dans les manuels scolaires soviétiques. Il fut effacé car il détruisait le mythe de l'amour fraternel. Mais l'acte de censure historique soviétique le plus audacieux fut la suppression pure et simple de la constitution de Philippe Orlik, successeur de Mazeppa. Nous sommes en 1710. Ce document, rédigé en exil, s'intitulait « Patron et constitution des droits et libertés de l'armée Zaporog ». C'était l'une des premières constitutions européennes. Elle fut écrite une décennie avant la Constitution américaine. Elle limitait le pouvoir de l'Hetman, prévoyait une représentation populaire par le biais du Conseil général et divisait les pouvoirs en exécutif, l'Hetman, législatif, la Rada, et judiciaire, la Cour générale. C'était un document incroyablement progressiste qui prouvait que la pensée politique ukrainienne était résolument européenne. Pourquoi l'URSS est-elle restée silencieuse à ce sujet ? Car cela prouvait que les Ukrainiens avaient leurs propres idées progressistes sur l'État, bien avant les bolcheviks, et que ces idées, démocratie, limitation du pouvoir, droits de l'homme, étaient totalement étrangères au tsarisme russe et au totalitarisme soviétique, où seule la volonté d'un dictateur, le tsar ou le secrétaire général, faisait loi. L'histoire des Hetmans après Mazeppa est une histoire de destruction systématique. L'Hetman Pavlo Polubotok, qui se rendit auprès de Pierre le Grand pour exiger la restauration des droits de l'Hetmanat, fut jeté dans la forteresse Pierre et Paul, où il mourut, en disant, dit-on, au tsar, « Tu répondras de ma mort et de celle de mon peuple ». Et le coup de grâce porté à l'autonomie ukrainienne fut donné par Catherine II, qui, en 1775, anéantit complètement la Sich Zaporog. Et savez-vous avec quel cynisme elle s'y prit ? Cela se produisit juste après que les Zaporog l'eurent aidé à remporter une autre guerre russo-turque. Il constituait sa principale force de frappe dans le sud. Dès la fin de la guerre, et alors qu'ils étaient devenus superflus, voire dangereux en tant que foyer de liberté, elle envoya le général Tekli avec une immense armée détruire la Sich. Le dernier chef cosaque, Piotr Kalnichevski, déjà très âgé, fut arrêté et exilé au monastère Solovetsky. Il y resta 25 ans enfermé dans un sac de pierre et mourut à l'âge de 112 ans. Dans l'histoire soviétique, cet événement fut présenté comme la liquidation d'un dangereux élément anarchique et une étape progressiste permettant la maîtrise des steppes du Sud. En réalité, il s'agissait de la destruction du dernier bastion de la liberté et de l'instauration du servage en Ukraine, un esclavage que les terres cosaques n'avaient jamais connu. Ainsi, l'époque cosaque, symbole de liberté et d'État, se transforma en une leçon sur la façon dont le grand frère prend le petit frère sous son aile. Et tous ceux qui s'y opposèrent, Mazeppa, Orlik, Polubotko, Kalnichevski, furent déclarés ennemis du peuple et traîtres. Passons au XXe siècle, le plus sanglant et le plus déformé par la version soviétique de l'histoire. L'URSS y a poussé l'art de la propagande à son paroxysme. Si, au XVIIIe et XIXe siècle, elle a assimilé et russifié la population, au XXe siècle, elle a entrepris d'exterminer physiquement toute manifestation de l'identité ukrainienne. Son objectif était simple, anéantir l'idée même d'une Ukraine indépendante. Vous souvenez-vous de ce qu'on nous a raconté sur la Révolution d'octobre ? Dans la version soviétique, la République populaire ukrainienne, puis la République populaire d'Ukraine occidentale, étaient des gouvernements fantoches,
faible et bourgeois, rejetée par le peuple. Elle se serait effondrée d'elle-même et aurait été libérée par l'armée rouge. La réalité est tout autre. La République populaire ukrainienne, RPU, et la République populaire d'Ukraine occidentale, RPUO, étaient des États légitimes, créés par la volonté de millions de personnes après la chute des empires. Elles avaient leur propre monnaie, la hryvnia, leur propre armée et leur propre académie des sciences. Elles bénéficiaient d'une reconnaissance internationale pleine et entière. Par exemple, en 1918, lors des négociations de Brest-Litovsk, c'est la République populaire ukrainienne, RPU, et non la Russie bolchevique, qui signa la première un traité de paix avec les puissances centrales, reconnaissant sa pleine indépendance. Les bolcheviks ne les ont pas libérés. Ils leur ont mené une guerre agressive et brutale. Et c'est là qu'intervient le mythe tenace. Lénine a créé l'Ukraine. C'est un mensonge colossal. Lénine n'a pas créé l'Ukraine. Il a combattu une Ukraine indépendante. Et lorsqu'il comprit qu'il ne pouvait la vaincre militairement face à une résistance farouche, il créa une fausse République socialiste soviétique ukrainienne, un État fantoche avec Kharkiv pour capitale, afin de contrebalancer le gouvernement légitime de la RPU à Kiev. Puis, ayant déjà conquis tout le territoire, il fut contraint de recourir à elle, ukrainisation, dans les années 1920, dans l'espoir d'apaiser la population. Mais dès que le gouvernement soviétique s'est renforcé, il a entrepris la destruction méthodique de tout ce qui était ukrainien. Le premier coup porté fut à l'intelligentsia. Ce fut la Renaissance fusillée. Dans les années 1920, la culture ukrainienne connut un essor fulgurant. Mykola Khvilovi, les Kurba, Mykola Kulish, Valerian Pidmoilny. Ces écrivains, réalisateurs et artistes étaient de renommée internationale. Mais leur idée de s'éloigner de Moscou, proclamée par Khvilovi, représentait un danger mortel pour l'Empire. Ils affirmaient que la culture ukrainienne était autosuffisante et devait être tournée vers l'Europe et non vers la Russie asiatique. L'Empire ne le pardonna pas. Dans les années 1930, presque tous furent arrêtés, torturés et fusillés. Leur lieu d'exécution de prédilection était la région de Sandarmokh, en Carélie. Pour le 20e anniversaire de la Révolution d'octobre, en 1937, plus de 1100 prisonniers furent fusillés en quelques jours, parmi lesquels les Kurba, Mykola Kulish et Valerian Pidmoilny. L'URSS ne se contenta pas de tuer des hommes, elle décapita une nation, brisant son esprit pour que nul ne puisse plus concevoir l'idée de résistance. Le second coup fut porté à la paysannerie, cœur même de la nation. Aucun autre événement historique n'a été aussi soigneusement dissimulé que l'Holodomor de 1932 à 1933. Il s'agissait d'un génocide visant à anéantir la paysannerie ukrainienne, dépositaire de la culture, de la langue et de l'identité nationale. Cette tragédie était tout simplement absente des archives soviétiques. On la qualifiait de difficultés alimentaires, des erreurs de collectivisation, de sabotage kulak. Des millions de personnes périrent de famine artificielle, mais rares étaient ceux qui en avaient connaissance. Ce n'était pas une famine accidentelle. C'était une terreur planifiée. Il y avait la fameuse loi des 5 épis de blé, du 7 août 1932, selon laquelle un enfant qui ramassait quelques épis de blé dans un champ gelé pouvait être fusillé ou envoyé dans des camps. Il y avait les tableaux noirs. Il ne s'agissait pas d'une simple liste honteuse, mais d'une véritable sentence. Un village inscrit sur le tableau noir était encerclé par les troupes du NKVD. Toute la nourriture des habitants était confisquée, et non seulement les céréales, mais aussi les pommes de terre, les haricots, les betteraves. Tout commerce ou importation de produits dans ce village était interdit. C'était un mécanisme d'assassinat délibéré. Et en janvier 1933, Staline et Molotov publièrent une directive interdisant aux paysans d'Ukraine et du Kouban de se rendre dans d'autres régions pour chercher du pain. Ils furent enfermés dans un immense camp de concentration où ils étaient condamnés à mourir. L'URSS a utilisé la censure totale et la peur pour dissimuler cette vérité. Même lorsque la vérité a commencé à filtrer vers l'Occident dans les années 1980, Moscou a continué de tout nier catégoriquement. C'était le plus grand mensonge du siècle. Enfin, le sujet brûlant que Moscou exploite encore activement, l'OUN et l'UPA. Selon la version soviétique, il ne s'agissait que de bandits fascistes travaillant pour Hitler, dont le seul but était de tuer des civils. L'URSS a délibérément passé sous silence le fait que l'UPA menait une guerre sur deux fronts, contre le régime stalinien et l'Allemagne hitlérienne. Revenons aux faits. Premier fait, le 30 juin 1941, immédiatement après le retrait des troupes soviétiques, l'OUN à Lviv proclama l'acte de restauration de l'État ukrainien. Quelle fut la réaction des alliés nazis? Immédiate.
Ils arrêtèrent Stepan Bandra, Yaroslav Stetsk et d'autres dirigeants. Bandra passa 3 ans au camp de concentration allemand de Sachsenhausen. Voilà un exemple de la méthode Hitler. Deuxième fait, l'UPA, créé en 1942, combattit à la fois les Allemands et les partisans soviétiques, puis, plus tard, toute la machine répressive de l'URSS. Troisième fait, afin de discréditer ce mouvement, le NKVD créa des groupes opérationnels spéciaux qui se déguisaient en membres de l'UPA. Sous couvert de partisans de Bandra, ces groupes commirent des atrocités contre la population locale. Ils assassinèrent des médecins et des enseignants, incendièrent des maisons et violèrent des femmes. La propagande soviétique accusa ensuite les véritables rebelles de ces crimes. Il s'agissait d'une stratégie abjecte, documentée dans leurs propres archives, visant à discréditer les rebelles et à les isoler du peuple. Quatrième fait, la résistance était si farouche que l'URSS ne put la vaincre militairement. C'est pourquoi elle eut recours aux déportations massives. Opération Ouest, en octobre 1947, en une seule journée, les autorités soviétiques déportèrent plus de 76 000 personnes d'Ukraine occidentale vers la Sibérie, principalement des femmes et des enfants, des familles des ennemis du peuple. Ils ne combattaient pas l'armée, ils combattaient le peuple. La propagande soviétique a transformé l'héroïque, quoique difficile, lutte de libération en un récit manichétique de traître, afin que personne ne puisse remettre en question l'idée que le seul choix valable était d'être un petit frère en URSS. Et cette résistance fut incroyable. L'UPA a combattu jusqu'au milieu des années 1950. Ce fut la plus longue guérilla d'Europe au XXe siècle. Aujourd'hui encore, nous voyons ces méthodes soviétiques, les étiquettes de fascistes et de nationalistes utilisées contre nous. Leur approche n'a pas changé en un siècle. Alors, quel est le bilan? L'Union soviétique n'a pas simplement réécrit l'histoire. Elle a créé un système de mensonges en 3 volets. Premièrement, l'annexion de la Russe de Kiev pour justifier ses revendications sur les terres ukrainiennes. Deuxièmement, la transformation des Cosaques en population annexée pour nier notre tradition étatique séculaire. Et troisièmement, la qualification de fascisme de toute aspiration à la liberté pour justifier la répression et le génocide. Ces mythes ne sont pas de simples pages de manuels scolaires. Ce sont des armes idéologiques qui influencent encore la conscience de millions de personnes en Russie et au-delà. Notre devoir est de connaître la vérité, de comprendre comment l'URSS a tenté d'effacer notre identité et pourquoi elle a échoué. L'histoire n'est pas le passé, elle est notre bouclier. Et maintenant, pour renforcer ce bouclier, je vous invite à indiquer dans les commentaires quelle est la plus grande découverte concernant ces mythes soviétiques. Partagez cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse découvrir la vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.